propose peut-être, Cyril, si vous voulez bien, qu'on regarde maintenant, je dirais à la fois à un niveau international et puis surtout avec l'optique de l'Organisation internationale du travail. Comment on peut caractériser d'un certain côté la position de la France par rapport à d'autres, et comment vous sentez à la fois le mouvement et qu'est-ce que vous avez envie d'impulser là-dessus? Cyril, à vous. Merci, merci Anne-Marie. Moi, effectivement, je vais avoir un regard un peu décentré par rapport à celui que Franck vient d'exposer. Et simplement pour rebondir un peu sur la sémantique, sur le débat de sémantique, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est aussi que c'est pas un hasard si cette notion d'usure est apparue dans le contexte que tu as rappelé, de la réforme des retraites. Et je pense que c'est un enseignement qu'il faut tirer dans notre réflexion, c'est que toutes ces questions qui sont liées à la santé au travail ne peuvent pas être abordées isolément de tous les facteurs de transformation du travail. Et nous, ce qu'on met beaucoup en avant à l'OIT, c'est les perspectives démographiques, parce que finalement, de tous les facteurs de transformation du travail, le facteur démographique est peut-être celui qui fait le moins couler d'encre dans un pays comme la France, alors que c'est probablement celui qui a le retentissement le plus important à l'échelle internationale. Alors, juste quelques éléments d'éclairage en quelques minutes sur ce que l'OIT et la perspective internationale peut apporter à ce débat. Déjà, pour rappeler que la santé au travail, ça a toujours été un domaine d'intervention de l'OIT, à la fois précoce, traditionnel, mais aussi qui monte en puissance, notamment pour cette raison. Alors, en termes de mesures, nous, je ne dirais pas qu'on en est à la préhistoire, mais nous, ce qu'on essaie de mesurer, c'est des choses très basiques. C'est-à-dire le nombre d'accidents du travail et le nombre de maladies professionnelles. Alors ça peut paraître extrêmement basique dans un pays avancé comme la France, mais à l'échelle du monde, ça l'est beaucoup moins. Donc on dispose de quelques chiffres, de quelques données qui montrent l'importance du sujet. Ce qui est significatif, c'est pas tellement le chiffre en valeur absolue, c'est plutôt son évolution. Donc on rappelle à chaque 28 avril, les journées mondiales de santé au travail, qu'il y a près de 1000 personnes qui meurent au travail chaque jour d'un accident, et on a entre 6500 et 7000 personnes qui meurent chaque jour d'une maladie, des suites d'une maladie professionnelle. Ce qu'on peut tirer de ces chiffres, c'est que globalement le nombre d'accidents du travail, pour autant qu'on puisse bien les mesurer, sont stables à l'échelle mondiale, et évidemment les tendances dans les pays industrialisés font un peu baisser la moyenne. Par contre, je crois que la question des maladies professionnelles qui résultent de l'exposition à toutes sortes de facteurs de risque, risque chimique, risque biologique, c'est une véritable bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on déjà on mesure très mal les effets dans beaucoup de pays du Sud, et la multiplication des expositions à des matières dangereuses est une source majeure. Alors là, pour le coup, d'usure professionnelle rapide et prématurée. Ce qui m'amène en fait à souligner que souvent dans le débat français, on met en avant, quand on parle de prévention, on met en avant des nouveaux facteurs de risque. Et on a probablement raison de le faire dans un pays comme la France. Ce qu'on observe au niveau international, c'est qu'il y a évidemment des nouveaux facteurs de risque qui sont liés aux transformations des organisations du travail, qui sont liés à l'émergence des risques psychosociaux qui se décèlent partout, pas seulement dans les pays riches, entre guillemets. Mais au niveau international, ce qu'on relève surtout, c'est que les facteurs de risque, en fait, ils ne changent. Ce que je veux dire, c'est que les facteurs de risque, en fait, ils s'additionnent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à l'échelle mondiale que les facteurs de risque qu'on connaissait dans la France des années 50-60 ont complètement disparu de la circulation. Non. Ils ont subi la désindustrialisation et la délocalisation. Voilà. Et maintenant, c'est dans des pays d'Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde, qu'ils révèlent toute leur permanence. En fait, on a externalisé les risques et les impacts. Et les bénéfices aussi. Il faut voir l'ensemble évidemment du tableau et pas sombrer dans la psychose en diabolisant je ne sais quelle mondialisation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tout cas présent à l'esprit, je pense, au niveau international. Je disais aussi au début que la question de la santé au travail avait toujours été très importante dans l'agenda d'une organisation comme l'OIT.
cette importance s'est accrue. Elle s'est accrue puisque, je rappelle juste que dans la hiérarchie des normes internationales, il y a 2 ans, la conférence internationale du travail, qui est un peu notre parlement mondial. Qui se réunit tous les 4 ans, c'est ça? Non, tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, au mois de juin, au Palais des Nations, donc 6 à 7 000 délégués qui représentent à la fois les employeurs, les travailleurs et les gouvernements des 187 pays membres de l'OIT, donc ça fait du monde. Donc la décision la plus significative qui a été prise dans ce domaine, c'est d'ériger le droit à travailler dans un environnement sûr et sain, ce sont les termes exacts en français, donc ériger ce principe en 5e principe fondamental du travail. Alors ça paraît comme ça un peu ésotérique comme formule, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on considère la santé au travail quelque chose de la même importance, si vous voulez, que l'élimination des pires formes de travail des enfants, l'interdiction du travail forcé, l'interdiction des discriminations professionnelles ou la liberté syndicale. Donc c'est le 5e principe fondamental et qui du coup participe de cette politique d'influence normative de l'OIT au-delà des instruments de l'OIT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez par exemple des accords de commerce qui font référence aux droits fondamentaux du travail, la santé au travail est dedans. Quand vous avez des accords que passent les grandes multinationales avec les fédérations syndicales internationales et qui font référence aux principes fondamentaux du travail, et bien maintenant on a la santé au travail. Donc ça révèle quelque chose d'important, je crois, dans les priorités de la communauté internationale et du monde du travail. Je vous relance de ce côté. Est-ce que ça veut dire justement que du côté, j'allais dire, des chaînes de valeur internationales, la prise en compte de ces questions-là, et donc quand on remonte d'un certain côté sur la responsabilité des donneurs d'ordre ou des impulseurs ou autres, au-delà des mots, encore une fois, on la sent évoluer. Oui, bien sûr. Je crois que c'est le phénomène majeur de la façon dont on appréhende la régulation du monde du travail et en particulier la question de la santé au travail. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle un peu dans le langage techno, désolé, mais la gouvernance des chaînes mondiales d'approvisionnement. C'est-à-dire comment, en d'autres termes, trouver les formules juridiques pour responsabiliser les donneurs d'ordre dans leur chaîne de sous-traitance. Donc le principe cardinal fondateur du droit du travail en matière de responsabilité de l'employeur, en matière de prévention, comment décliner ce principe au niveau du donneur d'ordre vis-à-vis de sa chaîne de sous-traitance. Le Rana Plaza, que je pense que tout le monde a en tête, est évidemment passé par là, en 2013, ça fait maintenant 11 ans, et ça a évidemment fortement influencé la façon dont on appréhende aujourd'hui ces questions. Si j'ai encore un peu de temps, je voulais juste terminer peut-être par souligner quelque chose que j'ai dit au début en faisant la transition avec ce que nous a dit Franck, c'est l'importance d'aborder la question de la santé au travail, et donc de la prévention, en lien avec les facteurs de transformation du travail. Donc on a parlé du facteur démographique dans un pays comme la Chine, c'est absolument majeur. L'investissement que fait la Chine à l'initiative du gouvernement chinois dans les nouveaux modèles d'intelligence artificielle ou dans le numérique s'inscrit évidemment dans les enjeux géopolitiques, qui n'est pas le lieu d'en parler, mais il s'inscrit aussi dans le fait que la population en âge de travailler en Chine va drastiquement diminuer à partir de la décennie prochaine. Et que si la Chine veut rester l'atelier du monde, il faut impérativement qu'on trouve une façon de concilier, je dirais, santé au travail et maintien d'un potentiel productif. Il faut citer aussi parmi les facteurs de transformation du travail la question climatique. Qui dans les années qui viennent va être un facteur majeur aussi, et là, il y a également plusieurs provisions. Alors là, pour le coup, on essaie de mesurer par exemple l'impact du réchauffement et le nombre de travailleurs exposés à des fortes chaleurs, notamment dans les pays tropicaux, et on estime à 2% des heures de travail réalisées dans le monde susceptibles d'être perdues dans 10 ans du fait de cet impact climatique. Puis évidemment, je cite le facteur numérique sur les nouvelles modalités d'organisation du travail, les risques que ça fait peser sur le plan des risques psychosociaux, puisque c'est un sujet qui est largement balisé, je dirais, dans un pays
comme la France. Voilà quelques... Et on voit bien, alors peut-être on reprendra ensuite dans le débat, mais là c'est aussi pour vous alimenter, et toi aussi Jean-Marie qui nous aidera tout à l'heure, Jean-Marie Peretti, à relancer les choses quand on va ouvrir la partie débat, c'est-à-dire qu'on voit bien comment tout se bouscule et comment effectivement ces questions-là, sur lesquelles nous, pardon, on avait un peu l'impression d'être plafond de verre pendant des années avec, on avait beau faire toc-toc sur santé globale au travail, responsabilité d'une façon générale moyen, là maintenant, je dirais qu'avec l'ensemble aussi bien des pressions démographiques et des tendances au vieillissement que de ce qu'est la relation au travail avec post-Covid et autres, c'est que maintenant la santé est vraiment rentrée dans le pilier S de la RSE et de l'ESG, et c'est de toute façon les discussions qu'on a et qu'on aura globalement par ailleurs avec notamment la place que ça peut avoir dans de facto la compétitivité des entreprises et des structures sur le reporting extra-financier et sur ce pilier-là, notamment dans les chaînes de valeur, où on voit bien effectivement que les systèmes, notamment les systèmes financiers, permettent ces étalonnages-là. Donc voilà deux optiques, hein. On voit bien la position de la France et puis les enjeux qui sont des enjeux internationaux et sur lesquels il faut effectivement ténacité de ce côté-là. Peut-être qu'on pourra aussi vous réinterviewer tout à l'heure sur ce qu'était le chiffre que je donnais de Ben tout à l'heure qui disait en gros il y a 150 millions de jobs dans des pays dits avancés, mais quid des autres, parce qu'effectivement ils ont besoin de faire travailler leur population active peut-être, mais ça c'est aussi une question.